Monsieur Gaëtan Gors, au titre de la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que le temps est venu de ramener un peu de calme et de sérénité dans le paysage local. Depuis maintenant quelques mois, nos élus, nos collectivités subissent un bombardement de mesures de toutes sortes qui créent le désarroi et l'inquiétude. De la réforme de la taxe professionnelle compensée d'une manière discutable, en passant par l'invention de nouveaux schémas territoriaux, jusqu'à la création du conseiller territorial, les élus ont le sentiment que derrière, au fond, cet ensemble de mesures, que je qualifierais d'ailleurs plus de paquet territorial que de réforme territoriale, se cache un autre dessein, d'autres intentions. Et le conseiller territorial en est d'une certaine manière l'illustration, puisque nous présente là un élu hybride, mi-départemental, mi-régional, à tel point que chacun ne peut pas ne pas se poser la question de savoir ce qu'il deviendra, élu totalement départemental au détriment des régions, ou plus certainement, comme cela a été dit ou avoué par certains sur différents bancs, élu régional faisant disparaître le département. Pour notre part, nous considérons que si un débat doit être mené de manière approfondie sur l'avenir de nos territoires, sur les niveaux de représentation, sur le rôle de chaque niveau de collectivité, cela doit être fait de manière explicite et que nous ayons un débat clair qui permette à chacun de savoir où nous souhaitons, les uns et les autres, aller. Peut-être dans directions différentes, mais au moins à partir d'engagements qui soient assumés. Alors je n'insisterai pas sur cet aspect des choses, mais ces arrière-pensées nourrissent évidemment un arrière-goût par rapport à ces textes qui soulèvent naturellement, comme je l'ai dit, bien des angoisses et bien des inquiétudes. Je crois que pour notre part, nous avons, peut-être par rapport à l'esprit de la réforme qui vous anime, de nombreux désaccords, mais d'abord une différence, qui est une différence de méthode. Nous préférons le dialogue au passage en force, nous préférons la discussion et les élus de préférence à l'autorité unilatérale des préfets, nous préférons au fond la concertation à la décision du gouvernement qui s'impose à nos assemblées sans véritablement respecter leurs réticences, leurs différences ou leurs amendements. Et je crois qu'une partie de nos collègues de l'opposition sénatoriale, ex-majorité, en savent quelque chose, qui ont vu un grand nombre de leurs propositions disparaître sous les coups répétés du gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale. Pour notre part, c'est dans justement cet esprit d'apaisement que nous abordons ce débat. Nous considérons en effet qu'il est nécessaire aujourd'hui de remettre les choses à plat. Nous l'avons fait tout d'abord avec la proposition de loi que nous avons adoptée il y a quelques jours, présentée par Jean-Pierre Sueur, et qui permet aujourd'hui, ce que chacun admet comme la sagesse, de réaborder la question de l'intercommunalité d'une manière qui laisse le temps à chacun de peser les avantages et les inconvénients d'un renforcement de la coopération auquel chacun est attaché. Nous, avec ce texte aujourd'hui, nous supprimons le conseiller territorial, remettons au fond notre code dans l'état où il se trouvait avant sa création, de façon que nous puissions engager, et c'est ce que nous ferons dans une nouvelle étape à travers les états généraux des élus locaux, une réflexion sur ce que peut et doit être une vraie réforme territoriale, c'est-à-dire une réforme qui affiche ses ambitions, qui s'appuie sur la mobilisation des élus et qui soit issue de la plus large concertation. Car l'objectif qui doit être le nôtre ne doit pas être de décourager les élus, à commencer par les élus locaux, mais bien au contraire de mobiliser nos territoires et dans la période de crise que nous traversons, plutôt que le désarroi, l'inquiétude ou l'interrogation, il vaudrait mieux que les maires, les présidents d'intercommunalité, les présidents de conseil général et régional aient le sentiment qu'ils peuvent aller de l'avant pour construire un avenir, favoriser la qualité de vie des habitants, procéder, contribuer à l'investissement du pays, plutôt que d'être aujourd'hui dans l'attente, comme la plupart se trouvent, par simple prudence. Au stade où nous en sommes, il s'agit donc simplement d'appliquer à nos lois territoriales un principe de précaution et de préserver notre système administratif de cet OGM juridique ou politique qui est devenu le conseiller territorial. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'initier son procès, simplement de constater son acte de décès. L'enfant ne pouvait pas survivre dans les conditions où il avait été conçu. Alors si j'ai, sans vouloir insister naturellement sur la manière
dont les choses ont pu se passer. Je connais l'excellent esprit de beaucoup d'entre vous. Mais si j'écarte les arrière-pensées auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, concernant les raisons plus masquées qui auraient dicté ces différents textes et qui leur donneraient leur cohérence, si j'écarte ces éléments, je vais en revenir alors, et c'est ce qu'a fait notre commission, aux arguments qui pouvaient plaider en faveur du conseiller territorial. Et ces arguments ont tous été, j'ai repris les différentes discussions, regardé les thèmes qui avaient été avancés par les uns et les autres. Pour ceux qui défendaient le conseiller territorial, ces arguments ont tous été d'ordre, on va dire simplement pour résumer, économique. On expliquait qu'avec le conseiller territorial, on allait faire des économies par rapport naturellement, et j'imagine, à des conseils généraux, à des conseils régionaux naturellement trop dispendieux. Bien, cette question des économies et cet argument ne tient malheureusement pas la route, en tout cas ne résiste pas à l'examen. Déjà, le gouvernement, à plusieurs reprises, a été amené à corriger sa copie en la matière. Il nous avait promis monts et merveilles, 70 millions d'euros d'économies à rapprocher de la dette de l'État, mais je ne veux pas insister, car on pourrait m'accuser de mettre en danger la crédibilité de la France, 70 millions d'euros, puis ramener ensuite à 45 millions d'euros, et en réalité plutôt une quinzaine de millions d'euros, si l'on tient compte de l'évolution du nombre d'élus auxquels vous avez été amenés à consentir sous la pression du Conseil constitutionnel. Mais 15 millions d'euros, c'est bien peu par rapport aux dépenses qu'il faudra engager en regard de cette création, puisque l'analyse qui a été menée par l'Association des départements de France, comme celle des régions de France, a apporté la démonstration que le coût pour aménager les hémicycles face à l'inflation du nombre de conseillers territoriaux qui vont y siéger est de l'ordre de près de 600 millions d'euros. À amortir sur 20 ans, c'est au moins 15 millions d'euros chaque année qu'il faudra investir, au moins. Mais je ne crois pas que vous puissiez penser que nous pouvons... Enfin, moi, je ne connais pas aujourd'hui d'hémicycle régional qui soit capable d'accueillir autant d'élus que nous sommes ici, siège par siège, puisque vous savez que certaines assemblées vont recueillir plus de 300 conseillers territoriaux. Bonjour les économies et bonjour la bonne gestion de la dépense publique. Ce n'est pas faux, c'est 310, c'est le maximum, Monsieur Deligé, qui est prévu dans les textes. Alors, l'autre argument économique, c'est de nous dire qu'en créant un conseiller territorial, nous allons faire des économies là liées au fait qu'à la jointure de la région et du département, le conseiller territorial va corriger tous les problèmes posés par les différents niveaux de compétences. Cet argument, très sincèrement, pour nous tous qui connaissons la vie locale, ne tient pas. Si il y a un problème de compétences entre les régions et les départements, clarifions les compétences des départements et des régions. Mais ce n'est pas un conseiller territorial siégeant dans un conseil d'administration de collège ou de lycée qui aura l'autorité de se substituer aux exécutifs régionaux ou départementaux ou à leurs services pour régler les problèmes qui leur sont présentés. J'aurais tendance à penser que cet argument relève plutôt de la plaisanterie et de l'humour qui sied naturellement sur ces bancs que du véritable raisonnement politique et plus encore administratif. Alors qu'est-ce qu'il reste comme argument qui puisse justifier aujourd'hui pareil remue-ménage ? Car c'est bien ce à quoi on assiste, puisque l'on nous accuse, en voulant abroger le conseiller territorial, de mettre à bas la réforme de la décennie qui aurait bouleversé l'avenir de nos collectivités. Pour nous, c'est vrai, dans le mauvais sens. L'argument démocratique, j'ai du mal effectivement à le suivre tout à fait. Quelle clarté d'abord pour nos concitoyens qui devront élire un seul élu représentant deux collectivités. Sur quel bilan se prononceront-ils ? Celui de la majorité régionale, celui de la majorité départementale. Sur quel programme se prononceront-ils ? Celui qui sera candidat à présider le Conseil général ou celui qui sera candidat à présider le Conseil régional ? Et quelle proximité par rapport démocratique et citoyenne par rapport à l'ensemble de nos élus ? Que l'on puisse être élu de certains départements, je ne prendrai pas d'exemple polémique, car celui des Hauts-de-Seine vous ferait aussitôt réagir, et considérer que les conseillers généraux peuvent avoir un rôle très différent de ceux qu'ils ont en zone rurale, ça, on peut évidemment l'entendre. Mais quand on connaît la réalité de nos territoires et que l'on sait combien les maires des petites communes et leurs habitants ont besoin de la proximité d'un conseiller général, on mesure la conséquence immédiate de l'extension de la circonscription territoriale qui nous est proposée. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup des maires des petites communes ont voté pour ceux qui proposaient la suppression du conseiller territorial à l'occasion de notre dernier rendez-vous électoral, parce qu'ils avaient bien compris qu'on les privait
après le soutien de différents services, les ex-DDE, les ex-DDA, des élus qui étaient les plus proches d'eux et qui pouvaient les soutenir. Alors, argument démocratique, j'avoue que j'ai du mal également à l'entendre quand je l'examine du point de vue de la parité chère à Madame Bourvot et qu'il a exprimé de manière forte. On sait bien que grâce à la proportionnelle et aux conseils régionaux, on a fait progresser la parité. Or, la seule solution que vous avez trouvée pour essayer de défendre la parité dans un nouveau système qui va reposer sur un scrutin majoritaire uninominal, c'est de modifier la loi sur le financement des partis politiques, dont on sait parfaitement qu'elle n'exerce pas aujourd'hui une influence décisive sur le choix des femmes et l'élection des femmes par les partis politiques. Je n'aurai pas la cruauté de donner les chiffres correspondant aux pénalités payées par certains partis, plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs, au titre qui préfèrent effectivement voir leur dotation diminuer que d'investir des femmes, mais il ne fait aucun doute que la mise en place de ce dispositif se traduira par un nouveau recul de la représentation des femmes dans nos collectivités. Elle est à peine de 16% dans nos conseils généraux. On peut imaginer qu'elle ne sera guère supérieure dans les nouvelles assemblées qui seront mises en place par ce biais. Alors l'argument de la proximité, l'argument démocratique tombant, qu'est-ce qu'il reste comme argument qui justifie aujourd'hui que nous puissions consacrer nos débats à la question du conseil territorial? Le seul argument qu'il reste, c'est de dire qu'il faut supprimer le conseil territorial. Son mérite est justement de nous amener à dire aujourd'hui qu'il n'est pas la bonne solution, qu'elle a été essayée, qu'elle a été tentée dans un effort quasi désespéré par le gouvernement pour passer les étapes de 2 censures du Conseil constitutionnel et de 3 délibérations dans chacune de nos assemblées, de 3 discussions, sans que pour autant elle ait réussi à convaincre. Alors ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui, c'est que nous passions à une autre étape. Et pour y parvenir, il faut que nous mettions un terme à ces débordements, à ces situations totalement ubuesques auxquelles on a été condamné. La Fontaine, vous savez, j'aurais envie de le citer, disait « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Je crois que vous avez inventé avec le conseiller territorial une forme d'animal hybride de cette sorte que le fabuliste aurait eu plaisir à croquer et que pour notre part, je crois, nous aurons plaisir à abroger. Ça veut dire naturellement que votre commission et votre rapporteur vous proposent d'aller jusqu'au terme de la réflexion qui a été conduite et je crois partagée sur de nombreux bancs, même si elle ne peut pas s'exprimer aussi explicitement, et que nous puissions abroger ces dispositions pour ensuite engager une véritable réflexion sur l'avenir de nos territoires dans le cadre des États généraux. À ce titre, je vous proposerai un amendement simplement rédactionnel. J'espère enfin, dans le prolongement du débat que nous venons d'avoir sur le texte précédent, que le gouvernement aura le souci de faire en sorte, respectant le Sénat, d'aller jusqu'au bout de la discussion et de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour que chacun sache, au fond, qui tient ses engagements et qui ne veut pas tenir compte de la volonté exprimée par les grands électeurs et sans doute bientôt par une majorité de Français. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais suspendre la séance en raison de la conférence des présidents et permettre ainsi à Monsieur le Président de la Commission des lois d'être présent lors de l'intervention de Monsieur le ministre. Elle sera reprise à 21h30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.